dans ce mois béni de Ramadan sur le plateau de la Seytou TV. Honneur et le plaisir encore de vous retrouver cet après-midi de vendredi pour échanger des sujets importants, en tout cas des faits saillants de l'actualité qui concerne le numérique, le digital ou télécom. Mais aujourd'hui, on va parler de ce dernier mot que je viens de citer, l'un des secteurs des télécoms. Il s'agit de discuter autour du thème arrivé de Starlink et son réseau satellitaire. Y a-t-il panique dans le marché des opérateurs traditionnels télécoms au Sénégal? Les enjeux de transparence, d'équité, d'engagement, d'équité réglementaire et de financement du service universel. Pour discuter de ce sujet, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir M. Samba Bintou-Seye. Samba, bonjour. Bonjour Ansou, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Merci. Alors Samba, pour faire sa présentation, il est spécialiste en management des transformations et transformation des organisations télécom, plus de 25 ans dans le domaine, expert en management des projets d'entreprise, expert également de ANAQ-Sup, l'autorité nationale, vous le savez, d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de l'innovation et de la recherche du ministère de l'enseignement supérieur, consultant en management des performances. Il est le président également, pour en tout cas résumer son beau parcours, machallah, donc le président de l'amicale des cadres chez le groupe Sonatel. Samba, un plaisir de vous recevoir. Mais pour démarrer, Sonatel, votre groupe a fait une alliance, en tout cas c'est uni, on peut le dire en ces termes-là, avec la Sénélec, une actualité, disons, qu'on a suivi la semaine dernière. Vous pouvez nous en parler un peu? Merci. Ensuite, d'abord, je reste quand même extrêmement frappé par ta générosité sur la partie présentation. Je pense que c'est une belle initiative que Sonatel a nouée avec la Sénélec. Je peux citer effectivement d'autres conventions qu'il est en train de développer avec l'ensemble des acteurs qui sous-tendent l'économie sénégalaise. Je peux parler effectivement de la convention avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation. Tout récemment, il y a effectivement la convention qu'il a signée avec l'aéroport international de Diagne. Et nous avons appris effectivement avec le port autonome. Donc tout ceci rentre effectivement dans le cadre d'une démarche globale. Sonatel étant un acteur conscient qu'elle doit impacter davantage sur la population, sur l'économie, sur le bien-être. Donc je pense que c'est des initiatives effectivement qu'elle va continuer de développer. Sonatel, un grand groupe télécom au Sénégal qui, quand même, il faut le dire, a beaucoup fait pour l'espace télécom du Sénégal. Aujourd'hui, Samba, pour entrer dans le vif du sujet, c'est que les conditions, on va parler d'abord de l'arrivée de Starlink au Sénégal. Les conditions d'entrée de Starlink, quelles griffes les opérateurs formulent-ils envers Starlink et l'État du Sénégal pour démarrer? Bon, je préfère plutôt parler de préoccupation à la place des griffes. Mais avant cela, permettez-moi juste de revenir sur un certain nombre d'éléments. Nous avons tous appris l'introduction des Starlink sur le marché sénégalais à travers le compte X de Elon Musk, qui a été ensuite confirmé par l'État sénégalais. L'autre aspect qui a été fortement évoqué par les autorités, c'est le taux moyen de couverture Internet au Sénégal, qui est à 40% effectivement sur la téléphonie fixe. Mais vous conviendrez avec moi qu'à côté de cette vérité, il y a effectivement une autre vérité qui est beaucoup plus complémentaire et dynamique, c'est la couverture d'accès Internet à travers le réseau mobile qui est à 97%. C'est les informations, des données qui ont été confirmées autant par la RTP, autant par des agences qui sont chargées d'évaluer la performance de notre secteur. Et à côté également, il y a 54% de problèmes d'usage. Ça signifie quoi? C'est un point d'attention. La couverture technique ne garantit pas l'accessibilité facile aujourd'hui à Internet à travers cette technologie qui est extrêmement puissante. On peut citer comme frein, effectivement, le niveau de d'électrification, ce que nous rencontrons souvent dans la zone rurale. On peut citer le taux d'alphabétisation, quelles que soient les langues utilisées. On peut citer la disponibilité des terminaux. On peut également citer le pouvoir d'achat. Le troisième élément qui mérite d'être souligné, c'est à partir du moment où le motif c'est d'agir dans les zones rurales, les zones blanches, j'aurais du mal à comprendre une offre à cette dimension où le kit coûte 112 000 francs et l'abonnement 22 000 francs. Donc je laisse à tout un chacun le soin d'en juger. Maintenant, par rapport à l'État, oui, j'ai des préoccupations, vous l'avez souligné, en tant que Sénégalais, acteur présent depuis quand même un certain nombre d'années dans l'environnement des télécommunications, qui s'intéresse à toutes les questions stratégiques. En tant que représentant d'une organisation appartenant également au groupe Sonatel, le fait de se poser des questions vis-à-vis de l'État, je pense que c'est des questions légitimes. Tout à fait. Et j'arrive
pas comprendre jusqu'à présent aujourd'hui pourquoi on a du mal à mettre sur le marché l'exigence contractuelle, les contrats. Jusqu'à présent, on a du mal à savoir quels sont réellement le contenu de tous ces accords. Oui. Mais heureusement, récemment, effectivement, les arrêtés ont été publiés. Mais je pense que ce n'est pas assez suffisant parce que nous voulons plus de transparence, plus d'équité et ça permettra à tout un chacun de voir comment agir mieux. Maintenant, vis-à-vis de Starlink, sincèrement, en ce je le dis et je le répète, on n'a aucun problème avec Starlink sur le fond, mais plutôt sur la forme. Quand je parle de Starlink, c'est Starlink Sénégal. Oui. Et quand je mesure les actes qui sont posés par l'actionnaire principal de Starlink, qui est Elon Musk, ça ne me rassure pas parce que nous tous nous savons le rôle qu'il a joué dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Oui. Nous savons également aujourd'hui les problèmes qu'il a avec l'Union européenne. La preuve année, il y a eu un débat houleux entre lui et Thierry Breton, qui fut l'ancien commissaire européen chargé du numérique, qui aujourd'hui fait l'interdiction de séjour aux États-Unis avec 4 autres grands dirigeants européens. Nous savons effectivement que c'est une arme aujourd'hui qui est à sa disposition pour déstructurer complètement le monde géopolitique. Ça, c'est des préoccupations que nous vivons avec Starlink. Et je pense que du point de vue dépendance technologique, il y a des préoccupations. Oui. Voici ce que je voulais rajouter par rapport effectivement à votre question. En vous entendant parler pour la première fois dans le vif du sujet, c'est justement vous parler en tant qu'acteur télécom. En réaction, en tant qu'acteur concerné directement, la Sonatel, l'amélioration des débits d'Internet était liée, par exemple, à la pression concurrentielle. Aujourd'hui, ce que beaucoup voient, les Sénégalais, c'est que vous avez amélioré le taux de débit. Est-ce que c'est cette pression, c'est lié à la pression de l'arrivée des Starlink? Oui, vous savez, il me sera très difficile de juger des perceptions. Je pense que ce qui est important pour moi, c'est que lorsqu'il y a une perception, que ça soit positive, que ça soit négative, ce qui est important, c'est de comprendre les causes qui sont à la base de cette perception, que ça soit perception secondaire, perception principale, et de trouver les mécanismes permettant de répondre effectivement à ces besoins, mais mieux encore à ces exigences. Maintenant, nous avons effectivement constaté qu'il y a une amélioration de débit, oui, je l'avoue. Maintenant, rappelez-vous par contre que les travaux du câble sous-marin 2 Africa ont démarré depuis plus de 5 ans et nous venons de comprendre, de connaître son atterrissage. Et Sonatel, étant donné, c'est un groupe qui est exclusivement orienté, je dis bien, exigence qu'il y a, n'hésite pas à partager effectivement ses acquis à chaque fois effectivement qu'elle a la possibilité. Est-ce qu'il y a la possibilité, est-ce que les Sénégalais, certains vont vous croire que ce justificatif que vous venez de donner est suffisant pour... Bon, je disais, je laisserai à chacun de soin d'apprécier mes propos, mais aujourd'hui, c'est un câble qui a permis d'améliorer la capacité du débit par 10. Je ne vois pas pourquoi Sonatel effectivement ne va pas se soumettre à cette tradition qui consiste à partager toujours ses gains avec l'ensemble des populations. Alors, dans les grandes lignes de cette thématique que nous discutions, nous allons parler du service universel. Les fonds de service universel, comment assurer sa viabilité dans un marché aussi fragmenté, si vous voulez? D'abord, juste dire, si je me souviens, que le service universel a été initié en 2001, je pense que créé en 2007, mais qui a été opérationnel entre 2009 et 2010. Et si effectivement on se réfère par rapport au Code des communications électroniques, dans son article 119, vous allez vous rendre compte qu'il appartient à l'autorité gouvernementale d'impulser aujourd'hui la stratégie du service universel. Sa viabilité dépendra forcément par rapport à la qualité de ces hommes, et la qualité des hommes effectivement peut se mesurer à travers leur vision. C'est très important. Les programmes qui doivent être articulés et qui sont menés par différents acteurs concernant et qui interviennent dans ce domaine, mais doter également le service universel d'un fonds assez significatif en matière de moyens pour la mise en place des programmes. Mais il y a d'autres aspects effectivement qui méritent d'être mis en exergue et sur lesquels malheureusement on n'en parle pas beaucoup, mais je pense qu'il y a des acteurs qui y travaillent. C'est lorsqu'on parle effectivement de freins liés à l'accès universel, au-delà de l'offre qui doivent être adaptées. Ça, je pense que c'est un élément très important. Mais il y a également, et quand je parle d'adaptation de l'offre d'ailleurs même, autant je parle de tous les opérateurs, que ce soit le groupe Sonatel, que ce soit effectivement Starlink Sénégal, mais travailler sur la fiabilisation, travailler sur la disponibilité des smartphones, travailler vraiment aujourd'hui sur, en tout cas, tous les points qui peuvent être perfectibles par rapport à l'accès universel. Et je pense qu'il y a une meilleure synergie entre les acteurs qui interviennent également dans des cadres de gouvernance, des outils d'évaluation,
Bon, écoute, après que les résultats soient évalués et que les décisions nécessaires soient prises. Les décisions nécessaires soient prises. Alors, dans ce sillage de services universels, on parle là également de l'inclusion numérique. La concurrence satellitaire, effectivement, intervient dans ce sens. Est-ce que cette concurrence satellitaire améliore-t-elle réellement l'accès rural, souvent qui a été un petit peu négligé, disons? Bon, le mot négligé est très fort, mais négligé par qui en dessous? Est-ce que c'est négligé par les opérateurs? Les opérateurs qui étaient là, vous êtes à la tête en la Sonatel, on ne pourrait pas... Okay. Personne ne peut nier cela. D'accord. Oui. Ok, j'assume entièrement notre position d'opérateur qui fait la fierté d'elle-même des Sénégalais et de l'Afrique. Oui, tout à fait. Cette partie, je pense que je vais être très simple en disant que, vous savez, les opérateurs aujourd'hui ont des cahiers de charges qui sont dûment validés par les autorités, en tout cas concernées, que ce soit les autorités chargées de la régulation, les autorités chargées de la réglementation. Et c'est l'occasion de saluer le travail extraordinaire que la RTP réalise dans ce domaine. Quand vous avez un cahier de charges, ils ont un ensemble de batteries, de mécanismes pour surveiller, évaluer, contrôler et sanctionner aux besoins. Donc on ne peut pas reprocher à Sonatel de respecter un cahier de charges et d'être absente sur une autre partie en sachant concrètement, dans les clauses contractuelles, il faut reconnaître qu'il y a une contribution au développement du secteur des télécommunications qui est exigée à ces opérateurs de verser, imaginez, 4,5% de leur chiffre d'affaires hors taxes, hors interconnexion à ce secteur. Et les 0,75 doivent être reversés au Fonds de développement universel. Oui, on n'est pas présent 100% dans ce domaine, mais il y a d'autres mécanismes qui nous permettent effectivement d'atténuer cette absence et qui est de la responsabilité, je dis bien, de la responsabilité de l'autorité gouvernementale. Ça, je pense que ça, c'est un élément très important qu'il faudra signaler. Oui, la téléphonie satellitaire va permettre forcément d'améliorer la couverture, mais encore une fois de plus, je ne cesse de dire que la couverture n'est pas assez suffisante pour garantir effectivement l'accessibilité. Il nous faudra vraiment des offres orientées, zone blanche et zone rurale. Selon le cahier des charges, mais il faudrait, on sait qu'il y a le cahier des charges qui existe pour tous les opérateurs, mais il faudrait que quelqu'un soit responsable de la négligence de l'accès universel, surtout concernant le monde rural, à la connectivité et à beaucoup de choses. Bon, je pense que j'ai plus ou moins été un peu clair là-dessus en disant clairement cette responsabilité, si elle existe, elle doit être partagée. En tout cas, je disais tantôt qu'il appartient plutôt, en tout cas, à l'autorité gouvernementale d'impulser la stratégie et tout ce qu'il y a comme mesures d'accompagnatrice. Il y a des mécanismes qui sont effectivement mis en place pour amener les opérateurs à contribuer. Mais posez-vous plutôt la question, est-ce que réellement les 200 milliards qui ont été injectés depuis 10 ans par un seul acteur du réseau qui s'appelle Sonatel, quel est le fonds que le service universel a reçu? Et d'ailleurs, je pense que vous me donnez l'opportunité de dire qu'il y a des études qui montrent qu'il y a, je ne sais pas, 974 sites, si je ne me trompe pas, à peu près, actuellement, qui sont pas plutôt locales, qui sont pas, qui ont des problèmes d'accès universel. Il y a plus de 700 et quelques BTS qui nécessitent 32 milliards. Et je disais tantôt que 35 milliards déjà remis par Sonatel aurait suffi largement à prendre en compte ce besoin. Bon, maintenant, s'il y a un problème, comme vous dites, de négligence, en tout cas, regardez de l'autre côté, mais je ne suis pas sûr que les opérateurs sont concernés. La toute dernière question dans ce qui concerne les services universels. Starlink doit y contribuer selon quel mécanisme juridique et financier, si vous avez des mécanismes à proposer en tant qu'acteur, hein, parce que ça vous interpelle à plusieurs niveaux. Donc, si Starlink doit intervenir, ce sera à quel niveau? Nous savons que Sonatel a un arsenal de mécanismes ou bien de moyens juridiques, législatifs et de moyens réglementaires. Après, il faudra se poser la question, est-ce que cette batterie de règles s'adapte à un acteur aujourd'hui qui est en train de disrupter le monde, de disrupter la géopolitique? Si je me réfère en tout cas par rapport à cela, je me rends compte là où un opérateur effectivement paye 100 milliards pour renouveler sa licence. Actuellement, on constate que par rapport à son profit FAI, il paye 100 millions, donc 1000 fois moins que ce que les autres défendent. Et je pense que j'ignore encore le contenu des cahiers de charges, mais je suis convaincu qu'un acteur à la dimension de Starlink, qui a 20 fois le budget du Sénégal, qui a des constellations en termes de normes extraordinaires, qui est en train de bouleverser
surtout si dans les clauses contractuelles, on ne l'exige pas à contribuer au développement du secteur, on ne l'exige pas à contribuer au développement du service universel, en tout cas, ne serait-ce à la hauteur des opérateurs, ça va poser un réel problème en termes d'équité et en termes de concurrentiel. Et je pense que oui, nous avons tous les moyens, en tout cas, pour imposer Starlink de se conformer. Mais malheureusement, si aujourd'hui Starlink bénéficie d'un statut de FAI, bon, maintenant, si on se réfère au code, on comprend qu'ils ne seront pas tenus. Bon, maintenant, je reviens toujours à ces clauses contractuelles, à ces contrats qui nous permettent de regarder au-delà des éléments qui sont dans le code. Peut-être que l'État, effectivement, a travaillé sur ces aspects, mais nous n'avons aucune visibilité là-dessus. Effectivement, sur ces aspects-là, on va revenir sur cette question. Il y a une question que je vais garder en suspense dans ce domaine, peut-être qu'il n'est pas inscrit à l'ordre du jour qui m'est venu en tête. Alors, cette fois-ci, pour revenir sur les points réglementaires, Samba, le rôle du régulateur, comment agir face à des acteurs soumis à des règles internationales? Oui, on revient toujours sur la nécessité de mettre à jour ce référentiel qui va régir vraiment un environnement sain, un environnement dynamique, un environnement compétitif au bénéfice de tout le monde. Je pense que c'est un élément très important. Heureusement, nous avons deux types de mécanismes. Le premier, c'est les règles internationales. Vous savez que le lancement d'un satellite est assujetti à une approbation venant de l'Union internationale de télécommunications. Heureusement, les orbites et les fréquences sont approuvées par l'Union internationale avant son lancement. Je pense que ça, c'est un mécanisme. Le deuxième mécanisme aussi, chaque pays est souverain, donc chaque pays a la possibilité de recevoir une demande, de l'étudier conformément, en tout cas, aux textes qui sont en vigueur, mais tout en rappelant que je suis presque convaincu que les textes qui sont en vigueur sont perfectibles, en tout cas par rapport à la dimension de Starlink. Bon, après, il y a l'autorisation. Je pense que ça, c'est des moyens, effectivement, que les fréquences, les redevances, bon, pas mal de dispositifs, en tout cas, d'autres législatifs et d'autres réglementaires sont à notre disposition pour prendre en compte cela. Mais je reviens encore, le premier point, c'est vraiment, et là, je m'adresse à l'Union européenne, je m'adresse vraiment, excusez-moi, plutôt à la CEDEAO, je m'adresse à l'Union économique monétaire africaine, en disant qu'on gagnerait à avoir une démarche harmonisée par rapport, effectivement, en tout cas du point de vue régulation, par rapport à l'exploitation des Starlink, qui peut être bénéfique également pour l'Afrique. Alors, le cadre réglementaire, effectivement, Samba, c'est de revenir par rapport aux règles appliquées aux opérateurs satellitaires globaux sans présence terrestre ou locale. Comment vous concevez cette question? Bon, pour éviter de me répéter, je pense que j'ai répondu plus ou moins en disant que oui, ils n'ont pas d'infrastructure terrestre. Et aujourd'hui, nous savons tous que celui qui domine les données, mais domine l'espace aussi, domine le monde. Et je pense que ce sont les mêmes dispositifs que j'ai cités tantôt du point de vue légal, du point de vue réglementaire, qui nous permettront de mieux prendre en compte effectivement toutes les préoccupations qui tournent autour de cette question. Alors, je rappelle que nous allons poursuivre notre échange, mais pour vous rappeler que le thème choisi aujourd'hui est l'arrivée de Starlink et son réseau satellitaire. Y a-t-il panique dans le marché des opérateurs télécoms traditionnels? Les enjeux de transparence, d'équité réglementaire et de financement du service universel. Nous recevons sur ce plateau un spécialiste en management et transformation des organisations télécoms, plus de 25 ans dans le domaine, expert en management des projets d'entreprise, expert en autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du ministère de l'enseignement supérieur, consultant également en management des performances. Il est le président de l'amicale des cadres chez le groupe Sonatel. Son nom, c'est Samba Mintou Seye. Alors, pour poursuivre l'échange, Samba, c'est parler des licences et redevances. Aujourd'hui, comment adapter les régimes face à des services traditionnels, transnationaux qui sont un peu déterritorialisés un tout petit peu sur l'ensemble du territoire national? Bon, je vais m'excuser, effectivement, je vais me répéter en disant que toujours je reviens sur le code qui est extrêmement important, mais maintenant, si on se réfère par rapport au régime de FAI et des régimes d'opérateurs, je trouve dommage quand même en termes de redevances. C'est les fréquences en réalité au-delà des 100 millions et c'est un montant assez dérisoire comparé un peu à tout ce qu'il y a comme montant investi par les opérateurs dans ce domaine. Donc là, je pense que FAI
forcément, il y a un montant à payer, c'est 100 millions. Et malheureusement, les redevances, en tout cas par rapport aux fréquences attribuées, ce n'est pas ce qu'on attend réellement. Genre, il y a lieu de revoir dans une approche beaucoup plus globale, en tout cas, des réponses adaptées à votre question. L'équité concurrentielle. L'équité concurrentielle, comment équilibrer la concurrence entre les acteurs nationaux fortement régulés et opérateurs satellitaires? Mais comment équilibrer toujours, c'est partir d'un référentiel. Je reviens toujours à cela. Et ce référentiel, si aujourd'hui on se réfère en tout cas par rapport à la lettre, on peut dire que oui, Starlink en tant que FAI de droit sénégalais, c'est tout à fait normal. Mais par rapport à l'esprit, je pense quand même, parler d'équité concurrentielle, ça va être un peu difficile. Et je pense que ce n'est pas la meilleure formule, en tout cas pour le Sénégal. Et Starlink n'est pas la meilleure formule pour le Sénégal? La formule actuelle, Starlink Sénégal, je ne parle pas de Starlink Sénégal, la formule actuelle d'introduction de Starlink dans le marché sénégalais, je pense que ce n'est pas la meilleure formule. Et je reviendrai peut-être la partie recommandation sur qu'est-ce qu'on peut proposer concrètement. On va parler du modèle économique, ça vous va? Oui, bien sûr. Alors, le modèle économique Samba, quel impact sur la stabilité, sur la rentabilité et les capacités d'investissement des opérateurs historiques que vous êtes depuis lors? Oui, il me sera très difficile de donner des chiffres, de parler de manière factuelle sur ces éléments, parce que je suis convaincu, il y a des experts qui sont en train de travailler sur les impacts positifs, les impacts négatifs, et nous sommes convaincus, à l'image peut-être des autorités, que ça doit pouvoir impulser la dynamique de notre économie. Et par contre, je peux vous donner juste des éléments d'appréciation, après libre à chacun de voir. En tout cas, est-ce qu'il est opportun dans ce contexte où effectivement les opérateurs, ne serait-ce un seul opérateur, investit plus de 700 milliards et ces milliards ne sont pas encore amortis, 100 milliards pour renouveler sa licence, 35 milliards pour l'achat effectivement de la licence 5G, 200 milliards en termes d'impôts, en termes de frais de douane, de taxes, et 45 milliards en termes de dividendes versés. À côté, on nous parle éventuellement des gains de 65 milliards. Donc, rapidement, faites la différence. Vous verrez que autant il y a des avantages par rapport effectivement à l'arrivée de Starlink sur le marché sénégalais, mais je pense quand même qu'il y a d'autres paramètres qu'il faudra intégrer et avoir une appréciation juste. Une appréciation très juste. La première édition du tournoi du numérique, l'occasion prétexte pour vous demander, parce qu'on constate que c'est une réussite et une belle opportunité pour les synergies positives dans le secteur. N'est-ce pas? C'est une opportunité encore pour regrouper les acteurs autour, faire passer le message, les faire comprendre que oui, la concurrence, on peut le dire, c'est un mot, mais c'est possible d'être ensemble et c'est possible de travailler pour l'intérêt du pays. Mais tu l'as bien dit, hein? Je ne sais pas si c'est une question ou bien une contribution, en tout cas tu as résumé mon idée. D'où est partie effectivement cette première partie? Nous sommes à notre deuxième édition. Le tournoi de football du numérique, c'est un cadre social. Mais l'origine, en réalité, on avait constaté en tant que cadre qu'il existait beaucoup de problèmes entre l'ARTP et certains acteurs de l'écosystème, raison pour laquelle nous avons pris notre responsabilité en essayant d'identifier au niveau de chaque structure un certain nombre d'interlocuteurs, ce qui nous a permis de mettre en place un cercle de réflexion conduit par des cadres du secteur. Et ce qui nous a également permis d'organiser le premier panel quand même sur la régulation, en tout cas par rapport à nos activités, et autour d'un thème qui était très pertinent, en quoi la régulation peut être source d'opportunités, de performance, mais surtout de renforcement de l'expérience client. Donc grâce à la réussite de cette belle tribune, nous avons pensé maintenir le groupe et cette fois-ci aller vers une démarche sociale qui consistera d'être moins stratégique, mais qui va fédérer, comme vous l'avez souligné, nous sommes des concurrents, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes tous des frères. Et ça, je pense que nous sommes à notre deuxième édition. Bon, heureusement ou malheureusement, les deux éditions ont été remportées successivement par Expresso. Et je salue de passage quand même tous les membres de cette belle équipe. Et nous avons d'ailleurs même eu... On salue la directrice en Fartsaukan. Exactement, également. Félicitations à vous tous, félicitations aux organisateurs. Et nous avons quand même bénéficié de la présence du parrainage de notre parrain qui est le ministre actuel. Exactement. Du ministre. Et je pense que c'est un bon cadre qu'il faudra renforcer quand même. Effectivement. Alors, la question que j'aimerais vous poser est que quand on parle des problèmes, il faudrait forcément envisager des solutions. Quelles sont les solutions aujourd'hui envisagées maintenant face à cette présence de Starlink au Sénégal?
Oui, ça, je pense que c'est une question assez pertinente, davantage d'ailleurs même. Pour moi, la première recommandation, je ne parle pas de solution, je préfère plutôt être très modeste en termes de recommandations, essayer de rétablir la confiance entre les autorités gouvernementales, les autorités chargées de la régulation et une bonne partie des acteurs de l'écosystème. Je pense que c'est un élément très important. Et l'autre décision qui est plus sage pour moi, c'est si on pouvait effectivement orienter Starlink Sénégal dans des zones blanches, dans des zones rurales, le temps d'observer, de surveiller, de mesurer l'impact concrètement par rapport à ce qui est attendu. Je pense que ça c'est un élément très important. L'autre aspect, effectivement, il faudrait que les opérateurs, Starlink, les opérateurs, tout le monde mettent sur le marché des offres adaptées réellement aujourd'hui aux préoccupations et pour impulser davantage tous les objectifs attendus. La partie financement, je le dis, je le répète, de FD Sud, je pense qu'il y a quand même un levier qui est chargé de renforcer cela. Donc Starlink ne viendra pas se substituer à FD Sud. Moi, je suis convaincu qu'il faudra travailler davantage des solutions d'accompagnement, mais une harmonisation des programmes avec les acteurs, que ce soit nationaux, les organismes internationaux, les acteurs locaux. Il faudra une synergie beaucoup plus dynamique, travailler sur l'ensemble des freins, je n'ai pas envie de revenir là-dessus, qui permettent vraiment aujourd'hui de garantir à chaque Sénégalais, au-delà de la couverture, l'accès vraiment à des prix attractifs. À des prix attractifs. Si je peux vous poser cette question, quel mal y a-t-il à présenter la réalité et de la maturité de la couverture Internet au Sénégal? D'accord. On ne va pas relancer ce débat en soi. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu des personnes qui se sont prononcées sur le sujet. J'ai donné mon point de vue. Il peut arriver également souvent qu'on ait des accords convergents. Il peut arriver également qu'on ait des idées qui ne sont pas du tout convergentes. Mais vous avez l'opportunité de dire en réalité, personnellement, et à mon nom, et je pense que je peux parler d'elle-même au nom de tous les acteurs qui sont intervenus dans ce domaine, nous n'avons aucune animosité avec nos autorités, que ce soit gouvernementales ou bien celles qui sont chargées vraiment de la régulation, d'autant plus que nous entretenons des relations extrêmement cordiales qui se traduisent à travers les rencontres que nous menons au Sénégal, où nous sommes vraiment invités sur le plan national, mais également sur l'international. Rassurez-vous sur ce point, il n'y a aucun problème et nous ne sommes pas contre la technologie, nous n'avons aucun problème avec Starlink sur la forme, mais plutôt sur le fond. Votre contribution depuis la sortie du ministre, quand il est passé à l'Assemblée nationale, on a l'impression que forcément vous n'avez pas compris le ministre. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans votre contribution? Selon vous, est-ce que tout ce qui est lié au contrat avec l'État du Sénégal par rapport à Starlink doit être mis sur table pour que les acteurs puissent savoir quels sont les termes de référence, pourquoi ce géant est au Sénégal? Mais je vais être très honnête avec toi, pour rester en parfaite ligne par rapport à ma cohérence, en disant très simplement, ce n'est pas quelque chose que j'ai demandé parce que j'en ai envie de le dire. Mais c'est plutôt des exigences qui sont liées à un code qui est le code des communications électroniques, qui explique clairement qu'il y a des passages 63 où ces éléments doivent être disponibles. Bon, maintenant, si effectivement on a une vérité qui est mise en place pour justifier la présence des Starlink, il fallait juste la compléter par une autre vérité, effectivement, pour donner une meilleure visibilité, une meilleure compréhension par rapport, effectivement, à la lecture des enjeux qui se dessinent devant nous. C'était juste ça. Sinon, je suis convaincu que forcément, il y aura des efforts à faire, mais nous attendons toujours vraiment la disponibilité des cahiers de charges. Ça permettra à chaque acteur de voir comment mieux se positionner, parce que c'est la transparence qui doit effectivement primer dans le cadre du secteur des communications électroniques. Alors, on est arrivé au terme de ce rendez-vous d'échange. Quel est le dernier message que vous voudrez faire passer? Le dernier message que je voudrais faire passer, c'est d'abord vous remercier de m'avoir confié à cette émission. C'est un exercice qui est très facile, tant plus que vous m'avez facilité vraiment c'est la pratique. L'autre aspect, remercier également toutes les personnes qui nous suivent en ligne, remercier toutes les personnes qui vous accompagnent dans la mise en place effectivement de ces belles tribunes. Saluer tout le groupe Sonatel. Je salue tout le groupe Sonatel également, je n'ai pas oublié, je voulais terminer avec ça, tous les membres aujourd'hui qui continuent de me faire confiance, tous les acteurs. Je ne sais pas si je peux dire bonjour, coucou à ma famille également. Bien sûr. En tout cas, c'est un vrai plaisir d'être là.
Et je suis convaincu que nous tous, nous devons travailler pour un Sénégal ouvert, un Sénégal inclusif, surtout, un Sénégal prospère, en tout cas au bénéfice de tout le monde. En tout cas, restons soudés, ayons la même vision, ayons la même énergie pour faire vraiment de l'outil du digital un outil extrêmement déterminant pour les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Merci, Ansou. Merci à Samba Mintousseï. Occasion pour moi également de demander à M. Brolot-Bar que la population de Simbani-Brassou demande effectivement l'arrivée du réseau filaire, hein, donc une population de plus de 10 000 habitants qui a une antenne depuis pratiquement 2005 qui est très défectueuse pour ces populations-là à faire fonctionner et à disposer aujourd'hui d'un Wi-Fi de qualité dans les maisons parce que les passes Internet de la Sonatel sont bons, mais quand même ça s'épuise très vite. Samba aussi, ça c'est un message aussi. C'est un pic que je fais à Samba aussi. Certains disent qu'ils ont 2 Wi-Fi dans leur maison, mais que certains coins, ils n'arrivent pas à avoir de la connexion. Et ça, la Sonatel est au courant. Merci à Samba Mintousseï. Il a été notre invité sur ce plateau. Ne serait-ce que pour ce vendredi après-midi, on est très content de lui pour lui dire que nos antennes et nos portes sont ouvertes à chaque fois qu'il en a besoin pour venir sur ce plateau échanger avec nous. On a discuté autour de la thématique arrivée de Starlink et son réseau satellitaire. Y a-t-il panique dans le marché des opérateurs télécoms traditionnels? Les enjeux de transparence, d'équité réglementaire et de financement du service universel. Samba Mintousseï était notre invité, spécialiste en management des transformations organisations télécoms, plus de 25 ans expert, management des projets d'entreprise, expert en ANAQ-Sup, autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, consultant en management des performances et président de l'amicale des cadres chez le groupe Sonatel. Merci à tous d'avoir suivi ce rendez-vous d'échange. Merci à Sambassi qui est derrière ces images. Il est aidé par Ibrahima Si. Coordination est assurée par Ascension. On vous donne rendez-vous très prochainement dans un autre après-midi avec un autre invité ou une autre invitée sur le plateau de C2TV. Bonsoir.